Maryse Mbonyumutwa Gallagher est une entrepreneure d'origine rwandaise qui cofonde en 2010 avec un ancien partenaire chinois une usine de confection de vêtements Pink Mango. Recevons sur le plateau d'African Woman 2.0 celle qui veut réduire le taux de chômage en Afrique en faisant du continent un pôle dans le secteur textile. African woman, African woman 2.0. African woman, African woman 2.0. Forte de 20 ans d'expérience dans l'industrie textile, Maryse Mbonyumutwa s'associe en 2010 avec un ancien partenaire pour cofonder la société Pink Mango. Son ambition, délocaliser la production textile mondiale de l'Asie vers l'Afrique tout en menant une politique RSE responsable et avant-gardiste. En 2022, elle lance une marque textile de prêt-à-porter féminin, Assanti. S'identifiant comme 100% durable, Assanti a déjà embauché plus de 4200 salariés, dont 80% sont des femmes. Maryse a également recruté plus d'une quinzaine de designers africains pour offrir une variété de styles et des créations uniques et modernes. Lors de la première édition des apartés de Forbes Afrique, qui s'est tenue le 14 décembre 2023 à Abidjan, Maryse, la talentueuse entrepreneur, a reçu l'award du leadership féminin de l'année. Bonjour Maryse. Bonjour Aïssata. Un plaisir de te recevoir sur le plateau d'African Woman 2.0. Plaisir d'être avec vous et d'être à Abidjan Surtout qu'on devait faire cette interview depuis fort longtemps et qu'elle a été reportée, j'ai envie de dire pratiquement d'une année, non? Un peu plus d'une année, depuis septembre de l'année. Depuis le mois d'avril. Ah, quand on est venu présenter. C'était seulement avril? C'était seulement avril. Non, c'était avant avril. Ah non, c'était parce qu'on a introduit Assanti à Abidjan au mois d'avril. C'est vrai, tu as raison. Eh bien, dis donc, le temps passe pas si vite que je ne le pense pas. Je pensais que ça faisait déjà un an. Ok, 9 mois quand même qu'on se cherche un peu. Mais enfin, heureuse de t'avoir finalement sur notre plateau. Maryse, tu es fondatrice de Pink Mango, qui est une société. Tu vas nous dire un peu plus sur cette société. Je sais que vous travaillez dans un secteur qui n'est généralement pas un secteur qu'on a beaucoup en Afrique, qui est la confection. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc, dis-nous-en un peu plus. Alors, donc à la base, Pink Mango est une société de trading en vêtements. Et on s'est spécialisé. Trading en vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire trading en vêtements? Trading en vêtements, c'est-à-dire qu'on prend. Donc, nous sommes un intermédiaire entre des grandes marques, des grands groupes de mode et les fabricants. Donc, moi, en fait, j'ai passé à peu près 24 ans à faire du sourcing en Chine, au Bangladesh, au Vietnam. Donc, en prenant des commandes pour des clients, ensuite en cherchant des fabricants qui pouvaient fabriquer leurs produits. J'ai principalement évolué en Chine, au Bangladesh, au Vietnam, au Cambodge. Je crois qu'il y a le Myanmar que je n'ai pas fait. Voilà. Tous les pays producteurs, en général de textiles et autres, qui font pas mal, qui travaillent pour les grandes maisons aussi, les Gap et autres. Voilà, ok. Exactement. Et alors, dans le groupe Pink Mango, aujourd'hui, nous avons notre propre usine qui est basée au Rwanda. D'accord. Donc maintenant, vous êtes basé au Rwanda et vous faites de la production de textiles ou de vêtements? Alors, de vêtements. Parce que c'est différent, hein, textile et vêtements, c'est différent. Absolument. C'est vraiment le textile, c'est la matière, c'est le produit, enfin le textile, donc le tissu pour faire le vêtement, tandis que nous sommes dans la confection. Voilà. Et même l'activité Pink Mango, c'est du trading en vêtements, donc on recherche des fabricants pour de la confection. D'accord, ok, bon. Je repose ma question pour que ce soit bien clair, parce que même pour moi, je suis un peu confuse, je crois. Donc, quand tu faisais du trading, tu vas, par exemple, comme tu as dit, dans ces différents pays, en Chine, au Vietnam et autres, tu achètes des vêtements. Alors, je fais fabriquer. Tu fais fabriquer des vêtements pour tes clients? Pour mes clients, voilà. Donc nous sommes vraiment en intermédiaire, ils donnent les patrons, ils font leur propre modèle, ils donnent leur patron et ensuite nous, avec ces patrons-là, leur quantité, nous allons sourcer des sociétés pour faire produire ces vêtements-là. Très bien. Et donc finalement, tu t'es rendu compte qu'il y avait un besoin, même chez nous ici, enfin pas un besoin, mais il y avait une capacité de produire chez nous en Afrique.
Et c'est pour ça que tu es partie ouvrir ta propre usine, c'est bien ça? Voilà, c'est bien ça. Non, moi, je dis toujours que ce projet qu'on a lancé au Rwanda et qu'on espère étendre d'ailleurs en Afrique de l'Ouest aussi, parce que c'est là où se trouvent les pays producteurs de coton. Moi, il part vraiment de 4 frustrations. Je dis toujours, c'est 4 frustrations de ma vie professionnelle dans l'industrie du textile en tant que femme africaine. Voilà, donc la première frustration, c'était vraiment de voir la capacité de génération d'emplois de cette industrie. C'est une des industries les plus... D'ailleurs, beaucoup d'économies aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais beaucoup de pays se sont développés à base de l'industrie textile. Même l'Allemagne, on n'en parle pas, on voit la Chine aussi. C'est vrai que l'industrie textile a aussi été un des leviers de développement. C'est de voir la capacité de génération d'emplois, surtout l'emploi des jeunes et l'emploi de femmes, et de se rendre compte que sur notre continent, on n'est pas en train d'absorber les emplois qui sont en train de quitter la Chine, parce que la Chine aujourd'hui devient chère, et ces emplois sont en train d'être capturés principalement par l'Asie du Sud-Est ou l'Amérique latine, alors qu'il y a vraiment un potentiel en Afrique. Voilà, ça c'est... Mais quelle est la différence finalement? La différence, est-ce que c'est pas la main-d'œuvre qui n'est peut-être pas aussi qualifiée? Bon, après, on peut former bien sûr la main-d'œuvre. Mais quelle est la raison pour laquelle on n'a pas justement, on n'est pas en train d'absorber, enfin, parce que c'est une bonne opportunité justement, n'est-ce pas, pour donner de l'emploi aux jeunes et aux femmes comme tu l'as dit. Et donc pourquoi on n'arrive pas à capter justement cette perte que la Chine, qui va plutôt en Amérique latine et en Asie du Sud-Est? Moi, je pense que c'est vraiment, je dirais que c'est peut-être une question de volontarisme aussi, parce que l'information est là. L'information est là et c'est une opportunité énorme pour le continent. Énorme, surtout que nous sommes un continent avec beaucoup de pays producteurs de coton. Donc nous avons cet avantage compétitif en plus de la main-d'œuvre abondante et pas chère et des coûts salariaux qui sont encore assez bas. Donc la seule raison, moi je trouve, c'est vraiment une question de volontarisme. Par contre, les choses sont en train de changer. Donc là, on voit par exemple des pays comme le Bénin, le Togo, on a pas mal de zones qui se développent. Le Kenya, le Rwanda, nous sommes rentrés aussi sur l'échiquier, mais il y a beaucoup plus à faire. Et puis je crois vraiment c'est une question de peut-être trouver ces ponts entre des gens qui sont déjà dans l'industrie et qui peuvent être des ponts à délocaliser cette industrie en Afrique. Et puis alors le volontarisme. C'est une bonne manne pour l'Afrique. Et ce serait dommage de ne pas capter en fait toutes ces opportunités. Enfin, c'est un peu des opportunités manquées. Ah ouais, beaucoup. Ouais. Surtout quand, en plus, comme je disais, des avantages compétitifs que l'Afrique a aujourd'hui, on a aussi les accès au marché. Donc aujourd'hui, nos produits qui sont confectionnés au Rwanda, par rapport à la Chine, je prends la Chine qui est le pays où j'ai principalement travaillé, nos produits qui viennent d'Afrique rentrent sur les marchés européens et américains via les accords AGOA ou l'accord commercial de Everything But Arms pour l'Europe à 0%. Donc il y a déjà cet avantage-là. Secondo, il y a le fait que la plupart des pays veulent veulent réduire leur dépendance à la production chinoise. Donc il y a vraiment une demande. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que cette opportunité, cette fenêtre n'est pas éternelle. Donc c'est maintenant que l'opportunité est là et c'est maintenant que l'Afrique doit vraiment la capturer. Voilà. Tout à fait. Parle-nous un peu de ton parcours. Tu as travaillé en Chine, apparemment, tu as beaucoup voyagé en Asie, j'imagine. Et avant ça, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune? Qu'est-ce que tu voulais étudier? Qu'est-ce que tu voulais rêver de faire? Et est-ce que c'est là où tu es aujourd'hui? Ouh. Non, c'est important parce que tu sais, on parle souvent de ces parcours qui changent. On commence par quelque chose, on se retrouve en train de faire autre chose. Quelle est ton histoire à toi? Mon histoire à moi, alors je vais d'ailleurs l'introduire avec un proverbe. Je ne sais même pas si c'est un proverbe, mais j'ai un jour un ami qui m'a dit que si vous voulez faire rire Dieu, parlez-lui de vos plans. Et c'est ça, parce que vraiment, moi, je
je crois fort au destin parce que mon parcours là où je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que j'avais envisagé, ce dont j'avais rêvé. Donc moi, je suis née au Rwanda. J'ai grandi au Rwanda jusqu'à l'âge de 20 ans. Puis j'ai quitté le Rwanda en 94, donc pendant les événements, pendant le génocide contre les Tutsis qui a eu lieu au Rwanda. Donc je me suis retrouvée en Belgique. La Belgique, pourquoi? Parce que c'est l'ancienne colonie. Voilà, donc on avait des liens. Et voilà, j'ai fait mes études là-bas et ensuite j'ai commencé à travailler. Mon tout premier travail, c'était dans l'industrie automobile. Mais très rapidement, en moins d'1 an, je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas ce que tu voulais faire. ce que je voulais faire. Mais qu'est-ce que tu as étudié? Les sciences commerciales, Business Administration à l'échec, voilà. Et donc j'ai démissionné de chez Toyota et puis je me suis dit, je vais faire de l'intérim en attendant de rentrer dans un secteur qui me plaisait. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais postulé chez Levi's. Donc déjà, donc la mode t'intéressait déjà un peu? Oui, moi j'ai toujours aimé la mode, mais par contre, je n'avais jamais envisagé de travailler dans la mode. Moi, mon rêve adolescente, c'était soit être journaliste, ça c'était vraiment mon premier journaliste, ou diplomate. Ça c'était les deux. Je pense que tu réussis dans les deux. Hein. Dans les deux, un peu. En tout cas, aujourd'hui, je me retrouve dans l'industrie et la mode. Et c'est voilà. Et puis, donc, je me suis retrouvée en faisant de l'intérim, en attendant de rentrer dans un secteur qui me convenait bien. Et cet intérim était une société de trading avec la Chine. Et c'est comme ça que j'ai découvert... Mais est-ce que c'était trading de mode? Non, pas du tout, pas du tout. C'était vraiment du trading, d'ailleurs dans la promotion, mais dont une grande partie textile quand même. Donc on travaillait pour des sociétés de vente par correspondance, comme à l'époque c'était la Redoute, les Trois Suisses, voilà, la fameuse Redoute. La fameuse Redoute. Qu'est-ce qu'elle devient d'ailleurs? Elle existe encore? C'est une activité qui a vraiment chuté, mais la Redoute fait partie d'un des catalogues de vente par correspondance qui a pu se réinventer, mais pas au niveau de ce que c'était avant, mais vraiment un tout nouveau modèle. Voilà. Les Trois Suisses, par contre, ont fait faillite, ont disparu. Les choses ont changé. Les choses ont changé, vraiment. Voilà. En tout cas, Maryse, merci. Merci d'avoir pris le temps. Aïssata, merci beaucoup. Merci. Merci à tous et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Merci et à très bientôt. Africa.